de famille, en fait, 8 associations réunies à l'invitation de BAM, de Virginie Rio, donc, qui est là, directrice de BAM. L'association fête ses 10 ans cette année, on est heureuse de pouvoir le rappeler. Et autour de cette table ronde, donc, il y a à la fois des femmes qui représentent des associations qui ont été créées à partir d'une pathologie. On va en parler, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Et puis, il y a des associations de parents. Les enfants d'arc-en-ciel, que représente Céline à ma droite, et puis les mamans solo, avec toi Mariama, qui font partie des nouveaux publics entrés en AMP en France par la révision de la loi de bioéthique d'août 2021. Donc ce sont des nouvelles patientes, ce sont des femmes qui, du coup, se sont trouvées confrontées à la réalité du système de santé français, alors que jusqu'à présent, elles n'étaient pas autorisées à devenir patientes en France. Certaines l'étaient parfois par des voies un peu complexes. Mais voilà, donc je souhaiterais en fait qu'on entame cette table ronde peut-être avec ces 2 associations pour commencer. On a demandé à chacune de nous parler un peu d'un sujet fort qu'elles ont eu à défendre les unes et les autres récemment. Alors peut-être Céline que tu peux commencer. Oui. Bonjour, donc moi je suis Céline Sester, donc je représente les enfants d'Arc-en-Ciel. Nous accompagnons les personnes LGBT dans leurs parcours parentaux. Donc effectivement, on fait partie des nouveaux publics en France, même si on n'est pas des nouvelles patientes de la PMA, puisque moi, ma fille a 12 ans et qu'elle a été conçue en PMA, par PMA en Belgique. Donc nous, on avait l'habitude d'accompagner des parcours à l'étranger et d'autres parcours d'accès à la parentalité aussi. On s'est retrouvé confronté au système français et à toutes les difficultés que ça comporte. Moi, je l'explique souvent, même si des fois ça peut paraître un peu étrange, j'explique que, en fait, les femmes se trouvent face à des médecins qui les regardent comme des patientes alors qu'elles viennent avec un projet de parentalité et du coup se trouvent face à des questions qui leur semblent tout à fait étrangères et surprenantes puisque elles sont juste là avec un désir de parentalité. Ce qui est beaucoup moins le cas à l'étranger. Mais en France, on doit vraiment rentrer dans un système de soins. Et je pense que c'est la plus grosse lutte qu'on a eu à mener sur ces 2 dernières années, c'est arriver à faire le médiateur entre un système de soins et des patientes et un désir de parentalité. Voilà, avec toutes les difficultés que ça a représentées pour que le système arrive à s'ouvrir suffisamment pour nous laisser une place. Et c'est passé par des choses des fois très pratico-pratiques, puisqu'un couple de femmes qui reçoit un courrier ou qui doit signer un formulaire avec monsieur et madame, par exemple, c'est pas forcément très agréable et on se sent pas forcément très accueilli par le service médical qui accompagne le parcours. Donc voilà, c'est vraiment arriver à trouver une place et arriver à communiquer avec des soignants, ce qui n'était pas forcément une évidence pour nous. Et puis du coup, notamment à travers, comme le disait Virginie tout à l'heure, le comité de suivi de l'agence de biomédecine, on a pu mesurer aussi tous les combats qui restent à mener et qui finalement, oui, certes, nous sommes des nouveaux publics, mais on vient renforcer un peu les rangs d'associations comme BAM qui se battent depuis 10 ans sur des questions qui nous étaient, pour certaines, totalement étrangères. Donc voilà, je pense que ça permet d'ouvrir un peu et de renforcer la nécessité de faire évoluer certaines choses par rapport au système de soins français. Et peut-être pour terminer sur le combat en tout cas qui nous reste à mener,
En tant qu'association de personnes LGBT, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'appellation PMA pour toutes, puisqu'aujourd'hui en France, il y a des personnes en capacité de porter un enfant et qui n'ont pas accès à l'AMP. Donc ça pose tout un tas de questions et de difficultés qu'on ne développera certainement pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est important de rappeler que cette lutte, on a atteint un résultat partiel et que du coup, on espère arriver à faire évoluer ce point-là aussi dans les années à venir. Qu'est-ce que tu veux dire, elle n'est pas ouverte à toutes, précisément? Parce qu'il y a des personnes trans en capacité de porter des enfants qui n'ont pas accès à l'AMP en France aujourd'hui. Mariama, alors, autre nouveau public de femmes devenues patientes des services de soins en France, quel bilan on peut dresser là, 2 ans après l'ouverture? Alors, nouveau public, là aussi je rebondis sur ce que disait Céline, nouveau public dans le système français, pas du tout nouveau public dans la réalité des choses, puisque Céline, tu disais que tu as une fille de 12 ans, moi la mienne elle va avoir 8 ans bientôt, dans quelques mois, et au sein de l'association on a des enfants qui sont déjà majeurs, jeunes adultes, et d'autres adolescents, donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Mais pour autant, ça surprend encore, ça surprend, et donc si je dois faire le bilan, malheureusement, il n'est pas très reluisant. Et là, à 2 ans après le vote de la loi, on en est encore à faire de la pédagogie, puisque la plupart des personnes de notre groupe, de notre association qui viennent nous voir, se plaignent d'être rejetées. Rejetée parce que trop jeune, moins de 29 ans, trop vieille, plus de 39 ans, trop grosse, IMC supérieur à 35, en couple non marié, pourtant c'est ce que dit la loi, orientation sexuelle qui ne va pas selon les critères des sécos parce que asexuelle, enfin rien ne va. Du coup, on se rend compte que finalement dans l'esprit du législateur, tout à l'heure on disait que les lois sont faites par des politiques sans écouter les principales concernées, et c'est le cas puisque nous, on n'a pas du tout été entendus lors des débats, et on a essayé de démontrer que le public était beaucoup plus vaste que le préjugé qui découle notamment de la superbe chanson de Goldman, où finalement on s'attendait, en tout cas le législateur pensait concrètement que les femmes qui seraient concernées, déjà elles seraient ridiculement, enfin très peu, et que ce seraient des femmes d'une trentaine, enfin presque 40 ans, blanches, CSP++, qui avaient privilégié leur carrière et qui étaient toutes hétérosexuelles et en attente du prince charmant qui, au crépuscule de leur fertilité, se rendent compte que ce prince charmant n'arriverait pas. Et voilà. Donc, et c'est pas du tout ça. Quelques clichés, quoi. C'est un énorme cliché, et à un point où on se retrouve avec des médecins. Récemment, je lisais une tribune disant qu'on a affaire à une révolution. Maintenant, pour nous, c'est totalement logique et on le voit dans notre association. On a des personnes de moins de 29 ans. On a des personnes de plus de 39 ans. Alors effectivement, on a aussi beaucoup de femmes hétérosexuelles, blanches, CSP++, autour de 40 ans, voilà, qui ont attendu, parce qu'on est dans une société hétéronormée, voilà, avec tous les codes, où il faut avoir un certain gage de respectabilité, notamment le fait de pouvoir procréer avec un homme, etc. Mais elles sont en nombre, certes, mais il y a aussi toutes les autres. Or, c'est en ne prenant pas en compte ces autres-là, en les rejetant, qu'on se retrouve avec des femmes qui finalement vont aller à l'étranger et donc au mieux vont s'appauvrir de quelques milliers d'euros, on a entendu les chiffres tout à l'heure, ou au pire, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger, vont se retrouver dans des circuits parallèles. Et ça, c'est un véritable problème de santé publique, puisqu'au sein de l'association, on a de plus en plus de femmes qui n'osent pas parler, ou qui le disent en catimini, ou qui nous le disent en privé, qui se retrouvent dans des circuits parallèles où elles se retrouvent avec des grossesses triples, quadruples, parce qu'elles se retrouvent dans des circuits avec des médecins qui essaient de faire croire qu'ils les aident, mais finalement sont capables d'inséminer une femme avec 5 follicules matures. Voilà.
Et donc, avec les conséquences que cela a, des femmes qui sont obligées de faire des réductions embryonnaires avec les conséquences émotionnelles, physiques, le risque de perdre tous les embryons ou de se retrouver avec une grossesse ultra suivie lorsque ça se passe bien, avec des risques d'infection, avec des traumatismes réels. Et tout cela est dû au fait que voilà, on a une loi qui existe, qui ouvre la PMA à des femmes de 18 à 45 ans, mais avec des centres qui sont partis avec l'idée que seuls peuvent avoir accès à cette PMA les femmes entre 35 et 39 ans, minces, désirables, hétéros, etc. Donc, le bilan, du coup, si on exclut toutes les autres, le bilan est assez catastrophique à mon sens, mais bon, je ne vais pas jeter la pierre parce qu'on en est encore au début et c'est pour cela que je le dis, on en est encore à faire de la pédagogie. Et lorsque je disais tout à l'heure, lorsque j'insiste sur femmes blanches, c'est aussi parce qu'on se retrouve avec des situations où on a des femmes racisées, asiatiques, d'origine arabe ou noire, qui ne peuvent pas avoir accès à la PMA dès lors qu'elles veulent avoir un enfant ayant le même phénotype, parce qu'aucune campagne jusqu'à aujourd'hui n'a été faite en ciblant ces personnes-là. Aujourd'hui, les campagnes, même, alors je prends l'exemple de la Guadeloupe, ça a toujours été des campagnes ciblant des personnes blanches. Et on se retrouve avec des filles en Martinique, par exemple, où on leur dit qu'il n'y a aucun donneur noir. Tout simplement, alors en Martinique, quoi. Tout simplement parce que, comme on le dit assez souvent, la représentation compte. À partir du moment où on voit des pubs ne ciblant qu'un certain type de personnes, on se dit qu'on n'est pas concerné. Donc aujourd'hui, on se retrouve en Martinique avec 0 donneur noir et des femmes qui sont envoyées à la Barbade, etc., où on leur dit minimum 2 ans, sans être sûr qu'il y aura des donneurs. Et sans possibilité actuellement, en tout cas sans volonté réelle de faire des campagnes ciblées, en incluant les personnes asiatiques, les personnes noires, maghrébines, etc. Donc le bilan... Enfin, je dirais catastrophique, mais bon, on va essayer de rester optimiste en disant que la loi, elle est là, mais pour les femmes solo, célibataires, femmes non mariées, c'est quand même encore compliqué et on fait de la pédagogie, ne serait-ce que pour expliquer ce qu'est une femme célibataire. Ce n'est pas la femme qui a été décrite dans le... Ouais, ce n'est pas qu'une seule femme et surtout pas uniquement celle qui a été décrite dans la chanson de Goldman. Est-ce que justement dans ce suivi de la commission de la loi, vous avez travaillé ensemble, je crois. C'est-à-dire Virginie pour BAMP, Céline pour les enfants d'Arc-en-Ciel et Maman Solo aussi. Est-ce que justement l'écoute de ces situations où des femmes rapportent qu'elles ne sont pas reçues ou pour un prétexte ou un autre, on les récuse. Est-ce que ça a pu être évoqué ? Alors oui, c'est des choses qui ont été évoquées à de multiples reprises, je dirais. Sur certaines situations, enfin en tout cas nous, au niveau des enfants d'Arc-en-Ciel, sur certaines situations, l'agence de biomédecine est intervenue directement auprès de certains centres. Mais je trouve, enfin, à titre personnel, que des fois la réponse qu'on a pu obtenir était un peu décevante, dans le sens où on nous a souvent dit la loi n'est pas, enfin, ce n'est pas la loi. Oui, ça on le sait, c'est bien pour ça qu'on le dit et qu'on le signale. Sauf que rappeler la loi, c'est pas toujours suffisant. Donc voilà. Alors, les critères d'exclusion avant l'ouverture de l'AMP, nous, au niveau de l'association, donc, qui accueillait majoritairement des couples hétéros, un petit peu de femmes seules et quelques couples de femmes, je suis désolée, on était déjà confrontés à un décalage entre ce que dit la loi, ce que la loi a prévu, et les pratiques des centres, de façon disparate en fonction des praticiens qui sont responsables, des territoires et tout ça. Donc c'est vrai que là, quand vous êtes arrivés, pour moi, je me dis, ça y est, on va être plus nombreuses à pouvoir dire, il faut quand même arrêter avec ce décalage entre ce que dit la loi, le cadre de la loi qui fixe des choses bien précises, et ce à quoi les femmes sont confrontées dans la réalité, des problèmes de IMC trop élevés, pas assez élevés, des problèmes de pathologie, des gens qui ont des maladies comme des cancers, et qui sont
on renvoie à ces patientes que soit il faut aller maigrir, soit il faut attendre que le conjoint soit en rémission de cancer totalement, c'est-à-dire dans 2-3 ans. Enfin voilà, il y avait déjà ça. Et donc, d'essayer d'être plus nombreuses à dire « il faut que ça change », moi j'ai l'impression qu'on nous entend mieux. Après, dans les faits, il y a encore du travail. Je vais rebondir. Alors, on a cette impression qu'on nous entend mieux. Moi, ce qui me frustre, c'est que finalement, lorsque je discute directement avec des soignants, ils vont me dire, alors par exemple pour l'âge, c'est pour une question de pragmatisme, les délais français étant tels que voilà, on préfère ne pas les prendre, sauf que bon, je me dis, dans ce cas-là, recevez-les, expliquez-leur et renvoyez-les vers l'étranger. Mais on a des centres qui, de toute façon, même la prise de rendez-vous n'est pas possible à partir d'un certain âge ou en deçà d'un certain âge. Puis, on a d'autres qui vont nous dire clairement, et c'est aussi bien de pouvoir en discuter, qui vont nous dire on n'est pas des prestataires de services. La loi dit quelque chose, mais voilà, on n'a pas à s'exécuter comme ça. Ce que je trouve choquant dans un sens, mais bon, pourquoi pas, et de se dire que, alors je ne sais pas si c'est uniquement spécifiquement dû aux femmes célibataires, puisque bon, on nous a un petit peu traité de capricieuses, etc., du fait que voilà, c'est pas une application, on n'a pas à venir appuyer sur un bouton et être servi immédiatement. Mais du coup, il y a cette gêne, manifestement, ce malaise au niveau des soignants, de se dire qu'on a affaire à des femmes qui n'ont pas de pathologie, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a aussi des solos qui ont des pathologies, mais bon, si on n'explore pas, on ne peut pas le savoir. Bon, si on ne les reçoit pas, on ne peut pas savoir. Mais de se dire qu'on a affaire à des femmes qui viennent pour des raisons sociales. Or, nous, on n'est pas des assistants sociaux, on est des médecins qui doivent traiter des pathologies. Et là aussi, j'essaie de leur dire aussi que même au sein des couples hétérosexuels, parfois, il n'y a pas réellement d'infertilité expliquée, mais pour autant, on les reçoit. Donc oui, on nous entend, il y a cette impression, mais il y a aussi ce malaise, manifestement, au niveau des soignants, de se dire que la loi existe, mais voilà, on ne l'applique pas parce qu'on n'est pas des exécutants ou des prestataires de services. Moi, j'ai vraiment vécu les professionnels, je les ai vus dans un vrai choc de culture. C'est-à-dire, à un moment donné, ils étaient sur 40 ans de fécondation in vitro, les couples hétéros, ou alors le DPI avec les gens qui ont des pathologies médicales, et que là, c'est accompagner des personnes, comme tu dis, qui n'ont pas de pathologie a priori, et nous, on avait de cesse de dire, mais on ne peut pas dire ça. Enfin, voilà, on ne peut pas penser la situation en fonction de l'orientation sexuelle ou de la couleur de peau, par exemple, et il y avait un vrai choc culturel qui n'a pas été accompagné. Alors, c'est pas pour soutenir les professionnels, mais ils n'ont pas été accompagnés dans cette démarche-là. Et donc, il y avait... c'est des soignants, ils soignent des pathologies. Et là, ils se retrouvaient à devoir prendre en charge autre chose, sans y avoir été préparés. Et pour certains, en conflit avec des valeurs individuelles qui se sont exprimées fortement. Et donc oui, il y a encore à expliquer et à travailler sur ces questions-là. Alors, il y avait aussi, dans ces mois-là qui ont précédé l'entrée en vigueur de la loi, on sentait une forme de fébrilité, effectivement, chez les médecins, un peu de peur panique, à ne pas savoir comment s'y prendre, en fait, avec les nouveaux publics pour la France, et aussi du fait d'une impréparation, la peur de ne pas pouvoir répondre tout simplement à la demande parce qu'on n'avait pas nécessairement anticipé et prévu. Autant la demande des femmes en couple lesbien a été un peu anticipée. Il y a des chiffres qui ont été présentés dans les différents rapports. Autant les femmes seules, elles sont passées complètement en dessous des radars de la réflexion, des politiques, et donc l'impression, et ce qui était dit dans les médias, dans les centres, c'est on est submergé par les femmes seules. Et ça montre vraiment bien la manière dont c'était vu. Alors oui, un gros effet de surprise, mais justement, je trouve que ça nous permet de mettre en lumière peut-être quelque chose qui se passe autour de la santé des femmes. C'est-à-dire que
pour un raté pareil, pour une si grosse erreur d'analyse, peut-être qu'on peut y voir une façon de ne pas prendre en compte la réalité de la santé des femmes, des parcours des femmes et de leur spécificité, vraiment, liées à la santé. Et on a la chance là d'être 8 associations, dont certaines, j'imagine, vous ne les connaissez pas, parce que justement, on n'entend pas parler de ces pathologies-là. Alors, pour faire un tour de table aussi de celles qui n'ont pas encore pu prendre la parole pour l'instant, il y a Samantha. Oui, bonjour. Alors, je représente l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique. Donc, je ne sais pas si parmi la salle, s'il y a des personnes qui connaissent la maladie, sans être venues sur le stand, parce qu'on a un petit stand. Voilà, c'est assez méconnu. Présente-la en 2 mots, oui, cette pathologie. Cette pathologie, c'est des nausées et vomissements incoercibles de la grossesse. Donc on connaît les nausées et vomissements de début de grossesse qui sont plutôt courants, qui passent normalement tout seuls ou avec un petit traitement. Mais l'hyperémèse gravidique, c'est au-delà de ça. Ça peut durer toute la grossesse. Ça peut aller jusqu'à plus de 100 vomissements par jour. C'est des femmes qui sont alitées, qui font que ça, qui font que vomir ou avoir la nausée, voilà, qui ne peuvent pas s'alimenter, qui ne peuvent pas continuer leur vie correctement. Et c'est très mal pris en charge. Voilà. Tu nous diras tout à l'heure dans la discussion si justement cette pathologie était reconnue, si ce qu'on a répondu aux femmes qui se plaignaient d'avoir des nausées. Voilà. Laure. Alors, bonjour, je suis Laure, je suis représentante de l'association ASMT, association de soutien contre les maladies trophoblastiques. Et pareil, je pense que dans la salle, vous ne connaissez pas, ou alors si vous avez eu un cursus médical, certainement que oui. C'est des maladies qui concernent une grossesse sur 1000 en France. Donc elles sont rares, mais elles existent depuis toujours et on n'en parle pas. On parle souvent des grossesses arrêtées précoces, on entend certains noms, mais c'est dans la définition aussi de ces grossesses-là et on entend peu parler. En fait, ce que c'est une maladie trophoblastique, c'est le placenta qui se développe anormalement au stade précoce. Et en fait, la grossesse va s'interrompre, ou on va l'interrompre parce qu'il n'y a pas de possibilité de viabilité en fait. Parfois il y a un embryon, mais malheureusement il ne sera pas viable. Donc on va interrompre la grossesse. Et malheureusement, dans environ 15% des cas, ça peut se transformer en tumeur trophoblastique, donc c'est-à-dire un cancer du placenta. Et ça, je pense aussi dans les cancers gynécologiques, c'est un cancer qu'on ne parle pas. Je pense que vous en avez jamais entendu parler non plus, mais ça existe et voilà. Donc c'est très invisible, on va dire, et c'est là la difficulté aussi, beaucoup de manque d'informations par rapport à tout ça. Kelly, alors ? Oui, bonjour. Alors moi je suis Kelly Lescure, je suis la présidente et la fondatrice de l'association SOPK Europe, la première association française et européenne qui lutte contre le syndrome des ovaires polykystiques. Contrairement aux filles, moi je pense que le SOPK ici, on en a un petit peu plus entendu parler parce que justement le SOPK, dans le cadre d'un parcours d'AMP, c'est là où les professionnels ont un peu moins de mal à en parler, ce qui est un petit peu contraire à une jeune femme qui va avoir une vingtaine d'années, qui va consulter hors d'un parcours avec un désir de grossesse. Donc, je pense qu'on en entend un petit peu plus parler, mais pour faire quand même le rappel, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie endocrinienne qui est chronique et évolutive, qui se caractérise notamment par un dérèglement hormonal entre les hormones féminines et les hormones masculines. Dans notre cas, on a un excédent d'hormones masculines qui va du coup engendrer notamment des symptômes d'hyperandrogénie,
parmi lesquelles je pourrais citer l'acné, l'hirsutisme, la chute de cheveux, les problématiques de poids, etc., qui va également engendrer des problématiques métaboliques. Donc je viens de citer le poids, mais on va aussi avoir des problématiques qui peuvent aller jusqu'à des problématiques d'insulinorésistance, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et le SOPK, aujourd'hui, c'est la première cause d'infertilité féminine primaire dans le monde. On parle de 75% des patientes atteintes de SOPK qui seraient confrontées à l'infertilité. Et pourtant, c'est peu connu, peu reconnu, surtout, je dirais, pour le SOPK, parce qu'on commence à en entendre parler. Et pour ça, je vais remercier nos consoeurs qui ont travaillé sur l'endométriose et qui nous ont ouvert beaucoup de portes quand moi, je suis arrivée il y a 5 ans. Mais au-delà de connaître la pathologie et d'en parler, il y a la reconnaître. Et nous, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Angèle, alors. Bonjour, je suis Angèle Barga, la présidente et la fondatrice de Fibrome Info France, la première association française qui accompagne des femmes atteintes de fibrome. Le fibrome est la maladie féminine la plus fréquente et la première cause d'ablation de l'utérus en France. Il se trouve qu'encore aujourd'hui, le fibrome est banalisé, c'est considéré finalement comme un problème de règles abondantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les règles abondantes sont un symptôme parmi d'autres. Fibrome Info France se bat pour une réelle reconnaissance du fibrome comme pathologie à part entière, dans la mesure où le fibrome impacte tous les pans de la vie des femmes, aussi bien la qualité de vie que la sexualité et la santé reproductive. Le taux de fausses couches est particulièrement élevé chez les femmes qui souffrent de fibrome. Et en dépit du fait que ce soit la première cause d'ablation de l'utérus, le fibrome est encore très mal pris en charge. L'hystérectomie va être proposée de manière systématique comme étant la solution miracle. On peut se poser la question de savoir comment ça se fait que depuis toutes ces années que les femmes souffrent de fibrome. Je rappelle quand même que c'est la maladie féminine la plus fréquente et qu'une femme sur 4 en souffre. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de traitement curatif ? Ça, c'est une question. Et il y a un autre aspect de la maladie sur lequel nous travaillons énormément, c'est la représentation et les stéréotypes. Il se trouve qu'il y a énormément de stéréotypes et de représentations autour du fibrome. On va dire que le fibrome, ce sont des femmes de 45 ans et plus, ce sont généralement des femmes qui ont des règles abondantes, et puis ce sont des femmes, dans la plupart des cas, le fibrome n'entraîne pas de symptômes. Eh bien, en 2021, on a mis au cœur de notre action les enjeux sanitaires et sociétaux du fibrome utérin pour dire attention, on va recommencer tout à zéro. Le fibrome peut avoir des impacts sur la digestion, c'est-à-dire qu'il y a des troubles digestifs, des troubles urologiques, des troubles locomoteurs qui ne sont pas évalués, qui sont sous-estimés et qui sont encore une fois banalisés. Donc on se bat à la fois pour la reconnaissance du fibrome, mais aussi pour la fin de la banalisation de cette maladie qui est très invisibilisée et pour laquelle il serait temps qu'il y ait une vraie évolution des mentalités, parce que ça commence aussi par ça, la sensibilisation. Il y a une notion très importante pour nous, c'est l'éducation thérapeutique des patientes. À partir du moment où une femme est sensibilisée sur toutes les maladies féminines, Kelly a parlé du SOPK, on peut parler de toutes les autres pathologies, il faudrait qu'il y ait le plus tôt possible, du moins c'est l'un de nos chevaux de bataille, une sensibilisation sur toutes les maladies féminines, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conditionnement à penser la santé de la femme sous le prisme des douleurs, par exemple, ou sous le prisme de l'infertilité, mais de manière globale, parce que c'est bien ça le problème. La santé des femmes est globale. Il n'est pas rare de voir une femme qui souffre de fibrome et d'adénomiose, par exemple, ou de fibrome et d'endométriose, et parfois aussi des SOPK. Donc, à partir du moment où on a conscience de ce que la santé de la femme est plurielle, eh bien, on a tout intérêt à travailler justement dans cette vision globale de la santé des femmes pour éviter une segmentation entre déjà le corps des femmes, mais aussi une segmentation dans l'esprit du grand public
à considérer par exemple que si une femme a des douleurs, elle a sûrement l'endométriose. Elle peut avoir une autre maladie, le syndrome de congestion pelvienne par exemple. Donc s'il y a une éducation thérapeutique des femmes, du grand public, sur les symptômes, sur la santé des femmes de manière générale. J'en discutais avec une autre asso ce matin. Je lui disais, mais tiens, en consultation gynécologique, on a nos premiers rendez-vous, on va nous parler de tout un tas de choses. On va nous parler des dangers du tabac, on va nous parler de cholestérol, on va nous parler de MST, IVG, c'est bien. Mais bizarrement, on nous parle très peu de notre santé, alors que si on est en consultation gynéco, c'est avant tout pour la santé de la femme. Et donc, il y a vraiment besoin que, par rapport à la santé de la femme, et en cela, je ne remercierai jamais assez Virginie, de réunir les associations de patientes autour d'un collectif pour que nous puissions ensemble faire entendre notre voix pour une meilleure considération de la santé des femmes. Merci Virginie. Juste, il n'y a pas l'endométriose parmi les associations invitées. Donc, on avait invité Endomind, mais aujourd'hui, elles font leur endorun à Paris, donc elles courent là pour mobiliser, pour sensibiliser. Et on avait invité aussi Endo-France, mais pour d'autres problématiques, elle n'a pas pu se déplacer. Mais c'est vrai qu'on essaye de se rassembler, toutes les associations, pour se faire entendre. Parce que finalement, en 2023, la question du sujet de la santé des femmes, que ce soit d'un point de vue médical ou sociétal, ça a encore des difficultés à être entendu, notamment au niveau, on revient encore au début, au niveau des pouvoirs publics, alors au niveau des médias aussi. Donc la Kelly, au mois de septembre, tout un mois de sensibilisation sur le SOPK. Où sont les grands médias qui parlent de ça? Fibrome Info France, qui a fait son premier colloque sur le fibrome en France au mois de juin, pareil, où sont les grands médias? Donc il y a une vraie nécessité aujourd'hui en 2023 de se positionner en tant qu'association de femmes. Alors après, il y a des hommes qui peuvent être là aussi, mais souvent les conjoints dans le cas des couples hétéros, parce que la santé des femmes est pris en charge de façon segmentée. Et alors, les collègues de l'endométriose ne sont pas là, mais par exemple, si on prend l'exemple de l'endométriose a occupé tout l'espace. Et quand il s'est avéré, même nous, sur le point de vue de l'infertilité, du SOPK, d'aller interpeller le ministère de la Santé, finalement, c'est presque on n'existe pas, on n'est pas audible. Alors, je sais que vous avez fait des grosses démarches toutes les deux à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire. Oui, tout à l'heure, on disait ici que la santé des femmes était dirigée par les politiques. À titre d'exemple très concret, quand on avait été justement rencontrer les politiques pour leur exprimer nos besoins, nos craintes et les attentes qu'on a vis-à-vis de nos différentes thématiques et de la santé des femmes d'une façon plus générale, typiquement sur le SOPK, la réponse qui nous a été donnée, c'est qu'en France, c'est très bien en main, le SOPK. Il n'y a pas de problème autour du SOPK. La problématique, c'est que si aujourd'hui, je suis devant vous, Angèle est devant vous, Samantha est devant vous, si tout ici, on est devant vous, c'est parce qu'il y a une problématique, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a entendu les patientes qui ont dit « c'est pas normal ce qui se passe, nous, on n'est pas pris en charge correctement, il y a des problématiques sur ces sujets-là ». On ne peut pas nous dire que c'est bien en main. Si nous, aujourd'hui, on a encore besoin d'exister, à mon sens, ça, c'est pas possible. Et du coup, je trouve qu'effectivement, ça fait écho à ce qui était dit tout à l'heure, c'est que la politique dirige notre santé. Et en plus, il y a une autre réflexion qui a été faite dans la salle, c'est il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent entendre ce qu'on a à dire, et c'est majoritairement des hommes qui prennent les décisions après ça. Et ils prennent des décisions sur des choses qu'ils n'ont jamais entendues, des témoignages qu'ils n'ont jamais entendus et des retours d'expérience qu'ils n'ont jamais entendus. Sur la santé de quelqu'un dont ils ne peuvent pas comprendre la démarche et le fonctionnement, parce qu'il n'y a qu'en entendant les retours des patientes, le vécu des professionnels qui les prennent en charge et tout cet ensemble qu'on peut prendre une décision correcte pour la santé des femmes. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, pour moi, c'est important, c'est-à-dire de
parler chacune de nos pathologies via nos associations, des problématiques sociétales via nos associations dans notre coin, c'est bien. Le faire tout ensemble, ça a vachement plus d'impact et surtout, ça permettra cette prise en charge globale de la santé de la femme qu'on attend, qu'on a envie d'avoir et qui n'existe pas aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux... Je souhaite évidemment ajouter quelque chose. Je suis tout à fait évidemment d'accord avec ce qui a été dit par Virginie et Kelly au niveau des prises de décision. Il y a un décalage qui est ressenti par la quasi-totalité des associations de patientes entre la réalité de ce que vivent les patientes, les femmes, et encore une fois, les stéréotypes et les représentations qui sont souvent total décalage avec le vécu. Et partant de là, évidemment, pour que les décisions, les bonnes décisions soient prises, il faudrait que les principales concernées, qui sont aujourd'hui autour de cette table, puissent être entendues. Alors moi, je vais quand même profiter de cette table ronde pour pousser, enfin faire part de mon étonnement en tant que présidente Fibrome Info France. Il y a eu un rapport publié par le Sénat au mois de juin, un rapport de 148 pages portant sur la santé des femmes. Il se trouve que dans ce rapport, il n'y a pas un seul mot sur le fibrome. Et ça, on peut s'interroger sur l'invisibilisation de la maladie féminine la plus fréquente. Comment expliquer le fait qu'un rapport portant sur la santé des femmes ne mentionne pas une seule fois le fibrome? Alors politiquement, il y a une, j'ai envie de dire, il y a une erreur d'appréciation dont les choix qui ont été faits, pratiquement toutes les pathologies y sont, le SOPKI, l'endométriose, la fibromyalgie, les cancers féminins. Mais moi, en tant que présidente Fibrome Info France, quand j'ai pris connaissance de ce rapport, j'ai été très étonnée. Je me suis dit, il y a quelque chose dans ce rapport qui dépasse mon entendement. Une maladie qui touche une femme sur 4, et au passage, une femme sur 2 afro-caribéenne souffre de fibrome. Donc, la globalité des femmes atteintes de fibrome, la prévalence est déjà importante. Elle est encore plus chez les femmes noires. Et de savoir que dans un tel rapport, il n'y a pas mention du fibrome, ça veut dire qu'on gomme l'existence de toutes les femmes qui souffrent de fibrome, une femme sur 4. C'est-à-dire que dans cette salle, potentiellement, nous sommes plusieurs à souffrir de fibrome. Et ce rapport du Sénat dans lequel le fibrome n'est pas mentionné, pour moi, j'ai demandé un droit de réponse et j'espère bien être auditionnée pour comprendre quels ont été les choix ou les mécanismes qui ont conduit à l'invisibilisation du fibrome dans ce rapport officiel. Donc, les politiques, évidemment, ils ont le pouvoir. Alors, justement, Samantha, pour rebondir sur ce que dit Angèle, sur l'importance des représentations et qui va à l'encontre en fait de l'écoute des patientes et de l'envie de comprendre ce qui se passe pour elles, j'ai bien envie de t'entendre justement sur comment la pathologie que tu cherches à mettre dans la lumière a été reçue. Donc l'hyperémèse gravidique, pour ça, on a quand même une histoire assez particulière. C'est que même là, jusqu'à maintenant, en 2023, alors, en 2022, on a travaillé pendant 2 ans, jusqu'en 2022, avec le Collège des gynécologues obstétriciens, pour faire des recommandations de prise en charge et pour reconnaître officiellement la maladie, dire qu'elle existe, parce que jusqu'à maintenant, alors ça n'a pas changé énormément de choses. Hein. On a toujours les mêmes problématiques. On a toujours des femmes qui nous contactent en disant qu'elles ne sont pas prises en charge, qu'elles ne sont pas écoutées, qu'on leur dit que c'est dans la tête, etc. Mais maintenant, on a un document. Mais sinon, donc, certaines femmes sont hospitalisées, mises à l'isolement, dans le noir, sans téléphone, sans stimuli. Il y a une vraie composante, on pense que c'est psychologique. Il y a des femmes à qui on dit, est-ce que vous vouliez vraiment cette grossesse? Est-ce que vous êtes sûr que le bébé était voulu? Parce qu'elles vomissent. Et donc, c'est... psychologisent en fait
fait Oui. Ils psychologisent la maladie. Et justement, là, dans ces fameuses recommandations de 2022, il est écrit noir sur blanc, et c'était très important pour nous de dire qu'il n'y a aucune composante psychologique. Il y a des causes, il y a des conséquences. Il n'y a pas de cause psychologique, il y a des conséquences. Parce que la détresse est énorme. Et donc oui, régulièrement, on a des femmes qui nous disent, voilà, on m'a isolée, on m'a mise dans le noir. Et même sans aller jusque-là, on a aussi des femmes à qui on dit c'est rien, ça va passer. Donc on prend le gingembre, on prend les petits trucs. Et sauf qu'en fait, elles finissent à l'hôpital parce qu'elles sont déshydratées. Elles rentrent, elles sortent de l'hôpital non-stop parce qu'elles ne sont pas prises en charge correctement. Donc il n'y a pas de vrai traitement. Il y a des antiémétiques qui empêchent les vomissements. Il n'y a pas de traitement vraiment de la maladie, mais il y a des choses à faire quand même. Est-ce que tu veux bien raconter pour la salle qui n'est peut-être pas au courant, moi quand j'ai entendu ça il y a quelques semaines, quand on s'est retrouvés à la projection du film Notre corps, et que la personne qui représentait ton association nous a raconté cette histoire de traitement où on met les femmes dans le noir et à l'isolement en se disant que ça va les guérir de ces vomissements intempestifs. D'où ça sort en fait cette idée qu'on peut soigner comme ça? Alors il y a une composante, donc je crois que c'est à cause de la psychanalyse. Il y a l'idée de que les vomissements, ce soit le fait de rejeter le fœtus. Donc la femme est en quelque sorte coupable. Après le côté isolation, la privée de stimulation, peut-être. C'est entendable éventuellement, mais là il y a vraiment ce côté il faut donc lui enlever son téléphone pour la couper de sa famille parce qu'il y a peut-être des problèmes psychosociaux, voilà, il y a pas mal de choses qui donnent ça. Alors c'est de moins en moins utilisé, on espère, mais de temps en temps on a quand même des personnes qui nous appellent parce qu'on a une permanence téléphonique de femmes qui disent voilà, je suis sortie à l'hôpital, on m'a retiré mon téléphone, on m'a laissé dans le noir, alors parfois, ça va un peu mieux. Donc, certes, il y a cette absence de stimuli qui sert à quelque chose, mais c'est surtout, ce qui fonctionne, c'est la réhydratation. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez été hospitalisées, pas dans le noir, mais hospitalisées au calme et réhydratées, elles iraient aussi bien, quoi. C'est souvent ça qui se passe. Les femmes font des allers-retours. On les hospitalise, on les réhydrate, ça va beaucoup mieux. Elles ressortent. On ne donne jamais, enfin, c'est très très rare de donner le nom de la maladie. Elles repartent chez elles, ça recommence forcément parce qu'elles ne peuvent pas s'alimenter. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du regard qui est posé sur des pathologies peu connues? Très peu connues. Très peu connues. Parce que quand je vois que le fibrome, c'est une femme sur 4, alors nous, n'en parlons pas, quoi. Une sur 1000, tu disais? Là, c'est une grossesse sur 1000. Et en fait, on est en lien avec le Centre de référence des maladies trophoblastiques à Lyon et référencie en fait les patientes. C'est à peu près 1000 patientes par an. Donc, chaque année, ça augmente, en fait, finalement. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence, en fait? Est-ce qu'il y a de l'errance médicale? Alors, il y a un peu d'errance médicale. En fait, à l'annonce, quand on vous annonce ça, c'est le monde qui s'écroule sur votre tête. Quand on vous annonce quelque chose d'inconnu, parce que le mot grossesse molaire, vous ne l'avez jamais entendu parler. Vous êtes enceinte. Quand on est enceinte, on se croit maman, hein, on est déjà maman en fait. Et on se dit dans 9 mois, notre enfant va naître. Et là, en fait, c'est le monde qui s'écroule. Quand on vous annonce ça, en fait, c'est une maladie du placenta. Et on n'a jamais entendu parler. Donc, on vous dit, c'est rare. Donc, on ressort de là. Oui, c'est rare, personne ne l'a, j'ai jamais entendu parler, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde sur Internet, et sur Internet, sur les réseaux, on essaye de chercher de l'accompagnement, en fait. Et parfois on trouve, parfois on ne trouve pas tout de suite. Et c'est là que commence un peu l'errance aussi, parce que parfois sur Internet, on trouve des choses qui sont datées, des informations datées. Il y a quand même des choses qui sont mises à jour, je ne vais pas dire régulièrement, mais voilà, qui évoluent, la recherche, elle évolue. Et voilà.
tout n'est pas à jour, et c'est ça aussi qui est compliqué en tant que patiente quand personne de votre entourage connaît, vous ne connaissez pas et vous vous sentez seul. C'est face à des informations où on peut avoir tout et même son contraire en fait. Sur un autre site, on peut avoir le contraire. Donc on est vite perdu, on se sent isolé, mais heureusement que quand on fait beaucoup de recherches, on tombe soit sur notre association, et on tombe sur le centre de référence aussi qui est très présent et qui accompagne les patientes. Et voilà, après on a vraiment un manque d'informations, comme quand on le dit, comme toute pathologie féminine finalement, on a peu d'informations sur notre santé en fait, tout simplement. Et en tant que femme, quand on va en consultation gynéco, c'est vrai que on pourrait avoir un listing en fait de toutes les pathologies qui existent et qu'on pourrait avoir, mais même pas seulement en consultation gynécologique, peut-être au lycée déjà, aborder ce genre de sujet en fait, mais globalement, il n'y a pas que 2 ou 3 pathologies qui existent, il y a plein de choses qui existent, et en fait je pense que plus on est informé et mieux on est armé si ça nous arrive. On le souhaite à personne finalement, mais ça peut arriver. On le voit bien en fait avec toutes nos pathologies que on est toutes différentes, mais voilà, ça arrive à certains nombres d'entre nous, donc voilà. Alors j'ai croisé des médecins récemment qui parlaient d'une médecine bikini pour la santé des femmes, en disant qu'on regarde les seins, le cancer du col de l'utérus. Grosso modo, voilà, on focalise en fait là-dessus et tout le reste passe à la trappe. Alors, peut-être que discuter de la longueur des consultations, etc., enfin, il y a plein de sujets autour de cette mauvaise prise en charge en fait de la santé des femmes, mais moi, j'ai envie de croire quand même qu'avec la féminisation des métiers autour de la gynécologie, de l'obstétrique, d'une féminisation des métiers de soignants, une écoute différente est possible. Alors, dans le cadre du congrès qu'a organisé Angèle, elle m'a invitée à animer une table ronde sur les représentations, les préjugés. Donc j'ai lu des livres. Et j'ai lu un livre d'une Américaine, alors je ne me souviens plus de son prénom, mais son nom de famille c'est McGregor. Et c'est une médecin qui travaillait dans les urgences aux États-Unis et qui s'est aperçue, là récemment, qui s'est aperçue que les femmes ne sont pas écoutées de la même façon que les hommes et donc ne sont pas crues sur les symptômes qu'elles évoquent, et donc elles ne sont pas soignées de la même façon que les hommes. Ça, c'est une chose. Il y a une étude récente qui montrait que si vous êtes une femme et que vous devez vous faire opérer, il vaut mieux être opéré par une femme chirurgien, parce que vous avez moins d'effets secondaires, moins de risques liés à la chirurgie que si vous faites opérer par un homme. Et que donc cette approche de la santé des femmes qui se base en fait sur le fait que le corps de l'homme est plus stable que le corps de la femme, et que donc on a pris référence du corps de l'homme, que les laboratoires prennent la référence du corps de l'homme, même si ça bouge un peu. Il y a des laboratoires qui commencent à faire des recherches, des études sur le corps des femmes. C'est vrai que taille et poids sont la norme masculine en fait. Taille, 75, poids, 70 kilos. Oui. Et la manière dont ton organisme assimile les traitements. Et nous, en tant que femmes, on est soumises à des fluctuations hormonales qui compliquent, entre guillemets, la situation. Mais justement, vu que c'est compliqué, étudions-le, faisons de la recherche sur le corps des femmes. Et ça, en 2023, je vous rappelle qu'il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes en 2021-2022 qui abordait cette question. Il faut considérer la santé des femmes, il faut arrêter de penser la santé des femmes en fonction des références masculines. C'était là, hein. Et ils ont refait un communiqué de presse peut-être l'année dernière, je crois. Donc la réalité, c'est ça, on fait des recherches sur le corps des hommes. Les traitements sont dosés
en fonction des hommes, et les femmes, on fait un petit peu moins, ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Et ce qui fait que le système dans son entier, en fait, n'est pas en capacité de se dire « Ah tiens, il y a une physiologie masculine et il y a une physiologie féminine, et il faut qu'on puisse considérer les femmes différentes des hommes. » Il faut aussi savoir, par exemple, que les femmes, la première cause de mortalité des femmes, on meurt d'infarctus. Alors que dans les représentations de la société, c'est une maladie d'homme. Et on meurt d'infarctus en tant que femme, plus qu'on meurt du cancer du sein. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très signifiant. Et donc il y a une médecin, tu pourras peut-être en parler, Kelly, qui se bat, elle travaille à Lille, elle est cardiologue, pour faire exister auprès des femmes, donc de la formation, de la sensibilisation, et auprès des médias, cette notion que le corps des femmes a une physiologie particulière, exprime des symptômes différents de ceux des hommes, et donc une femme qui vient à l'hôpital en disant « Oh, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal dans le dos, j'ai mal au ventre », on va lui dire « C'est dans votre tête, madame ». Alors qu'un mec qui vient, il dit « Ah, j'ai mal là », et on lui dit « Ouh là là, attention, vous êtes en train de faire un infarctus, hop, prise en charge et tout ça ». C'est mécanique quand c'est un homme et c'est psychologique quand c'est une femme, quoi. Juste pour rebondir, au-delà de l'aspect mécanique, psychologique, il y a aussi, et on l'a entendu dans le témoignage de Samantha, la culpabilisation de la femme. Quand on est malade, c'est de notre faute. Et alors bon, moi je le vois vraiment pour le SOPK, parce qu'on va venir nous dire c'est parce que tu as mangé trop de sucre, c'est parce que tu manges des burgers tous les jours, ou alors si tu n'arrives pas à faire un enfant, c'est parce que tes ancêtres t'ont transmis un traumatisme de je ne sais où, etc. Et en fait, c'est toujours la faute de la patiente, et on remet jamais juste en question le fait que la patiente, elle existe dans son entièreté. Elle a effectivement, sur des générations, pris des différentes génétiques, son épigénétique aussi entre en jeu, mais c'est avant tout un individu. Et elle n'a pas choisi d'être malade, en fait. Et effectivement, dans le cadre du SOPK, pour revenir à ça, oui, l'alimentation joue, on en a parlé tout à l'heure, oui, le facteur environnemental joue, mais c'est pas parce que la patiente mange des burgers tous les jours qu'elle est malade. C'est pas parce qu'il y a un entourage ou des facteurs psychosociaux compliqués que systématiquement, il va y avoir une AG. C'est pas... Enfin, voilà, et il y a ça, et il y a aussi la réduction, et ça, c'est Angèle qui l'a dit tout à l'heure, de nos pathologies, souvent à un symptôme. Et en fait, on va juste regarder ce que nous, on exprime en premier. Je n'arrive pas à faire un enfant, j'ai des vomissements trop importants, j'ai des règles abondantes, et on va s'arrêter là. Pour le SOPK, et ça a contribué au manque de reconnaissance de la pathologie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a réduit ça pendant des années et des années et des années, et jusqu'à encore il y a peu, à l'infertilité. C'est la première cause d'infertilité féminine dans le monde. On sait très bien le traiter, ça, il n'y a pas du tout de problème. Dans la majorité des cas, on obtient une grossesse. Le SOPK, ce n'est pas un problème. Sauf que c'est un problème. Tu parles des problématiques qu'on prend moins bien en charge chez les femmes et qui causent une certaine mortalité. Le SOPK, c'est un risque 4 fois supplémentaire de faire un AVC. Mais on ne sensibilise pas les femmes qui ont un SOPK à ces problématiques-là, aux problématiques cardiovasculaires, aux problématiques du diabète de type 2, aux problématiques des cancers gynécologiques quand il y a une absence de règles prolongée. Tous ces symptômes-là, une fois qu'on a traité l'infertilité, on ne s'en inquiète plus. Pour le fibrome, une fois qu'on a réglé la problématique des règles abondantes, c'est plus un problème. Et d'ailleurs, il y a même un tabou plus gros, c'est qu'on n'a pas le droit de dire que c'est des maladies. Le SOPK en France, si je vais chez un médecin et que je dis voilà, la maladie du syndrome des ovaires polykystiques, ah non, c'est un syndrome. Sur le papier, oui. Il n'empêche que la patiente, elle est malade. Et ça, on ne le fait pas pour les hommes, en fait. Il n'y a pas cette réduction à un symptôme, il n'y a pas cette culpabilisation de dire « Eh monsieur, c'est parce que vous avez mangé trop de burgers que vous êtes malade. » Jamais. Jamais. On vient faire de la sensibilisation sur l'hygiène de vie, le mode de vie, etc., mais sans culpabiliser les hommes de la façon dont on le fait avec les femmes. Et je ne sais pas si tout ici vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que c'est encore plus vrai dans les parcours liés à la fertilité. Mais d'une façon générale, pour la santé de la femme, je trouve que c'est prédominant. Alors
Moi, je vais rebondir parce qu'effectivement, il y a ce sentiment de culpabilité, mais il y a aussi une hystérisation de la santé des femmes. Une femme qui souffre de fibrome et qui a des règles abondantes, on va lui dire ce ne sont que des règles abondantes. Et à partir du moment où elle va aller consulter un deuxième ou un troisième médecin, parce qu'à côté des règles abondantes, il y a évidemment une anémie sévère qui s'installe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'anémie peut avoir des conséquences allant jusqu'aux thromboses, aux phlébites, aux embolies pulmonaires. Et il y a une femme qui s'entend dire « ce ne sont que des règles abondantes », à un moment donné, elle se retrouve dans une hystérisation de sa pathologie qui va justement provoquer, on va dire, des problèmes psychologiques, parce qu'elle sera en détresse, parce qu'elle ne sera pas écoutée, parce qu'elle sera en errance médicale, etc., etc. Donc, concernant le fibrome, il y a clairement un problème autour de la réduction de la pathologie à un seul symptôme, en oubliant tous les autres. Par exemple, une femme à qui on va proposer une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, ce sera pour la soulager, pour la guérir, pour que définitivement elle n'ait plus affaire au fibrome. Mais il se trouve qu'il y a une étude américaine de la Mayo Clinic, c'est pas n'importe qui a mis en lumière les risques cardiovasculaires liés à l'hystérectomie. Et nous, au niveau de la France, évidemment, on n'a pas de données sur les risques cardiovasculaires liés à l'hystérectomie, alors même que l'hystérectomie est la première cause d'ablation de l'utérus. Et à côté de cela, on continue à nous dire le fibrome est une pathologie bénigne, ce sont des règles abondantes. Oui, on est en plein dans la médecine bikini, c'est-à-dire qu'on va considérer la santé des femmes uniquement quand il y a un cancer, au niveau de l'utérus ou au niveau du sein, c'est bien, mais la santé de la femme, elle est plurielle. Les pathologies dites bénignes, entre guillemets, peuvent s'avérer graves. Et l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés par rapport au fibrome, c'est qu'il n'y a pas de degré d'atteinte de la maladie. Il n'y a pas de graduation. On va dire, vous avez un fibrome symptomatique ou asymptomatique. On dit, attention, on a besoin d'un score, on a besoin d'une évaluation objective et non pas subjective. Mais ça, c'est long. Donc, la santé de la femme, clairement, est négligée. Parce que si aujourd'hui, en 2023, nous nous retrouvons autour de cette table pour parler de la santé des femmes, c'est qu'il y a un problème. Fibrome Info France a été créé en 2011 et ça va faire donc 13 ans, en janvier 2024, que Fibrome Info France existe. L'association a accompagné plus de 35 000 femmes depuis 2011. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'écoute, un besoin de reconnaissance de la maladie, un besoin d'orientation, justement, parce que les médecins ou même les équipes médicales n'ont pas tous une formation leur permettant d'accompagner les femmes et d'être efficients dans la prise en charge. Il n'y a pas de parcours de soins. Le fibrome va être traité dans l'urgence dès lors qu'il va avoir un pic de saignement ou dès lors qu'il va avoir un pic de douleur ou en cas de suspicion d'infertilité, mais il n'y a pas de parcours de soins. Le fibrome est pourtant une maladie hormonodépendante avec laquelle on se bat jusqu'à la ménopause. Eh bien, pour une maladie pouvant être considérée comme chronique, il faudrait un parcours de soins au long cours avec une stratégie clairement définie dès le diagnostic. Parce qu'on sait qu'il va avoir une récidive, on sait qu'il va avoir 2, 3, 4, 5 opérations et que par rapport à l'infertilité, les synéchies sont une cause d'infertilité. Et à côté des synéchies, il y a aussi ce qu'on appelle les utérus multicicatriciels. Un utérus multicicatriciel, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les femmes qui souffrent de fibrome parce qu'il y a énormément d'opérations invasives. Et du fait de l'absence de stratégie de prise en charge long cours, on n'a pas défini un protocole permettant de dire, bon, il faut réfléchir à comment préserver la fertilité des femmes qui vont être diagnostiquées à 25 ans, qui vont avoir une première opération à 27 ans, une deuxième à 28, etc. etc. Et du coup, c'est vraiment la santé des femmes est négligée.
c'est important qu'on se batte, c'est important aussi de briser les tabous, parce qu'il y a énormément de tabous autour du fibrome, mais pas que. De manière générale, la santé des femmes, on en parle entre femmes, mais ce serait bien qu'on en parle à la télévision, dans les magazines féminins, pas uniquement sous le prisme bikini, mais en disant, voilà, ces maladies-là nécessitent une approche globale, une sensibilisation, une éducation thérapeutique. Oui, je trouvais intéressant de réagir puisqu'on parle beaucoup de la santé des femmes, du fait que c'est une question qui n'est pas visible et qui souvent n'est pas abordée de façon globale. J'ai envie d'enfoncer un peu le clou en disant que la santé des lesbiennes, elle est encore moins. On parle de santé gynécologique, on parle de plein de choses. Je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a beaucoup de lesbiennes qui n'ont pas de suivi gynécologique. Que la question de la parentalité, ou en tout cas le désir de faire un enfant, va être l'occasion de se questionner sur certaines choses, et notamment sur notre santé gynécologique. Et du coup, pour faire le pont avec les parcours d'AMP aussi, une des difficultés qu'on peut rencontrer depuis de nombreuses années sur les parcours à l'étranger, c'est que beaucoup de femmes débutent ces parcours sans faire un certain nombre d'examens et vont se rendre compte des fois au bout de 6 IAD que oui, elles ont un problème de fertilité. Et donc du coup, c'était aussi cette question de l'approche globale qui me faisait associer avec ça. Parce que oui, en France, il y a des choses, il y a un peu un choc des cultures qu'on a décrit de façon différente sur le parcours et sur comment les femmes sont prises en charge, mais parce que c'est important aussi de souligner qu'il peut y avoir des choses positives, ça permet aussi de réduire quand même ce temps entre le moment où on débute un parcours et le moment où on se rend compte qu'on peut être concerné par la problématique de l'infertilité ou par des problématiques médicales autres qui vont du coup amener une prise en charge spécifique. Donc voilà, je trouvais que c'était important de rebondir là-dessus parce que la santé des lesbiennes, c'est encore un niveau en dessous, malheureusement. Oui, alors je vais aller dans ton sens, mais pas pour les lesbiennes, mais pour les femmes asexuelles, puisqu'on a pas mal de femmes, en tout cas 2 personnes asexuelles dans l'association. Alors les personnes asexuelles sont les personnes qui n'ont pas de désir sexuel. Et donc qui n'ont pas de rapport pénétratif par définition, sauf que certaines le découvrent plus tard, et donc c'est des années à s'infliger de la violence en s'imposant des relations sexuelles, puisqu'on est aussi dans une société où il y a une injonction à la sexualité, où on ne considère pas normal une personne qui n'a pas de rapport sexuel, et encore plus de rapport sexuel pénétratif. Et du coup, puisqu'on parlait de pathologie, on parlait de représentation, alors les personnes asexuelles, c'est le A de LGBTQIA, donc c'est le A qui est à la fin. Et ces personnes-là, aujourd'hui, on leur renie le droit à la parentalité, puisque n'ayant pas de désir sexuel, on assimile cela à une incapacité à pouvoir aimer. Et ça, c'est un terme que j'ai entendu de la part d'un soignant, d'un chef de service, en plus d'un sécos, ce qui, moi, m'inquiète un petit peu. Et on le voit sur le terrain, puisque ce sont des personnes qui, lorsqu'elles savent qu'elles sont asexuelles, puisque c'est une orientation sexuelle, forcément, elles ne vont pas faire d'enfants par les voies, on va dire, entre guillemets, naturelles. Sauf qu'aujourd'hui, par manque de représentation et par méconnaissance de cela, il y a une pathologisation de leur situation, avec des soignants qui refusent de les prendre en charge, qui ne comprennent pas, qui estiment que c'est un problème psychiatrique. On parlait de psychologie tout à l'heure, mais là, on estime que c'est un problème psychiatrique. Ça a été considéré, hélas, comme l'homosexualité a été considérée un temps comme un problème psychiatrique. Heureusement, en tout cas en France, depuis les années 90, ce n'est plus dans le tableau des maladies psychiatriques. Il ne manquerait plus que cela. Mais aujourd'hui, certains médecins estiment que c'est un problème pathologique. Et j'ai un exemple en tête qui est un exemple qui encore aujourd'hui m'empêche presque de dormir, avec une femme qui, dans le parcours de sécos, donc en France, s'est vue infliger 10 rendez-vous avec 2 psychiatres, 2 psychologues, assistantes sociales, etc., sur presque 1 an et demi, 2 ans, pour au final ne pas avoir
la commission a estimé qu'elle n'était pas suffisamment mature. En tout cas, il fallait qu'elle réfléchisse parce qu'elle ne peut pas, on ne peut pas lui permettre d'avoir un enfant. Donc, on parlait de représentation, on parlait de stéréotypes, et là on est en plein dedans. On n'a pas cherché à savoir si elle avait une pathologie éventuelle lui permettant de pouvoir avoir accès à la PMA, puisque parfois on se dit, on l'ouvre qu'aux personnes qui ont des pathologies. Pour elle, ça a été, elle est asexuelle, c'est pas possible. Et il y a aussi un autre pendant, c'est que pour les personnes asexuelles, certains médecins ont peur de les toucher. Voilà, c'est tout bête, hein, mais ont peur de les toucher, en se disant que, et là aussi je cite, ce n'est pas à nous de vous déflorer. Donc là aussi on est, on a quelques-uns qui acceptent, dans le monde entier, les personnes asexuelles, en tout cas tout autour, dans les pays pratiquant la PMA, elles sont traitées. Et puis on a tendance aussi à expliquer que c'est comme une personne qui aurait d'autres problèmes gynécologiques qui feraient que, voilà, ce serait compliqué de pouvoir pratiquer la PMA, et dans ce cas-là, il y a des méthodes qui existent. Il y a une façon de traiter les personnes, lui parler, la mettre en confiance, etc., etc. Et pour les personnes asexuelles, cette possibilité-là leur est refusée de par leur orientation sexuelle. Donc là aussi, ça fait partie, puisqu'on parlait de représentation, ça fait partie des choses aussi à expliquer. C'est important de pouvoir le dire, c'est important de pouvoir en parler, parce qu'elles sont invisibilisées, ces personnes-là. C'est important aussi de pouvoir sensibiliser le monde médical, puisque manifestement, il n'est pas au courant de cela. Et en faisant différentes recherches dans le cadre de l'association, puisqu'on a de plus en plus de femmes qui sont concernées, alors il y a des personnes concernées qui en parlent, donc il y a des podcasts, il y a des sites internet, mais au niveau médical, je n'ai trouvé qu'un mémoire et une thèse de la même personne qui, dans le cadre de ses études, peut-être qu'elle était concernée ou qu'un proche était concerné, donc a travaillé dessus. Et ce qui est important, intéressant, c'est les résultats, c'est qu'à un moment donné, elle a interrogé différents médecins dans toute la région, et plus de la moitié ignoraient ce que c'était, ou en tout cas estimaient ne pas être à l'aise pour traiter ces personnes-là. Donc voilà, on en est là, on parle de santé de la femme, on parle d'approche globale, et ça fait aussi partie des choses qu'il faut aussi pouvoir dire pour sensibiliser, tout simplement, parce que là on est dans la négation totale, pire dans la pathologisation. Est-ce que la salle, est-ce qu'il y aurait des questions du public? Moi, je voulais juste rajouter un petit truc, revenir sur l'infertilité. Et là aussi, au sein de l'association, depuis quelques années, on s'interroge sur le traitement de l'infertilité, parce que les gens sont infertiles pour différentes pathologies, mais aussi l'infertilité indique des potentielles pathologies qui pourraient arriver plus tard. Et aujourd'hui, les personnes sont prises en charge juste pour le désir de grossesse. Et il n'y a pas cette sensibilisation, cette information sur, en fonction de tous les examens qu'on a pu faire, il faudra surveiller ça ou ça, il faudra être attentif à ça ou ça. Alors là, on n'a pas parlé de l'IOP, mais il y a des indications, des études qui montrent que l'insuffisance ovarienne primitive, qui montre que les femmes peuvent développer d'autres pathologies. Alors je parle que des femmes, mais on a la même chose sur les hommes. Et ça, nous, on essaye d'avancer un petit peu sur cette question-là, et qu'on ne soit pas juste sur on regarde les personnes en désir de grossesse ou infertiles juste sur cette étape-là, et qu'il n'y ait pas cette prévention sur leur santé à long terme. Et ça, je pense que la version prévention, bien qu'on ait un ministère de la santé et de la prévention, on n'est pas encore passé sur cet angle-là d'une prévention à plus grande échelle et sur des approches. Nous, en infertilité, on a à être informés sur des choses qui peuvent se développer plus tard. Je voudrais rebondir sur la notion de prévention, et bon, tu sais que c'est une notion qui me tient beaucoup à cœur, parce que je trouve que le SOPK est un très bon exemple de ça. Aujourd'hui, en France, on fait très peu de médecine préventive, on fait de la médecine curative, on attend que les gens soient malades
et on soigne. Et on fait très très peu de prévention. Et j'ai adoré la table ronde de tout à l'heure sur l'alimentation, la prévention aux facteurs environnementaux, etc. Parce qu'il y a une phrase qui a été dite et qui est très pertinente. Ce sont des conseils qu'on peut appliquer à tout le monde, malade ou pas, infertile ou pas, des conseils de base qu'on pourrait communiquer facilement et qui pourraient déjà régler énormément de problèmes. Et je trouve que le SOPK, c'est un très très bon exemple de ça. Je parlais tout à l'heure du facteur cardiovasculaire, du diabète. Si aujourd'hui on a des taux élevés de diabète, des taux élevés de risque d'AVC, si aujourd'hui on a une prévalence à l'infertilité qui est aussi élevée, c'est parce qu'on ne fait pas de prévention. À titre d'exemple, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en juillet 2023, on disait du SOPK, on ne diagnostique, mais alors surtout pas le SOPK avant 8 ans après les premières règles. Ok, effectivement, la puberté, il y a des symptômes qui s'apparentent au SOPK, etc. Donc on peut pas, pour éviter l'amalgame, on est obligé d'attendre. Mais on ne disait pas aux médecins, s'il y a des signes, on continue de suivre la petite fille jusqu'à 8 ans après les règles, en faisant attention à l'évolution des symptômes qui ont été relevés. Et c'est seulement aujourd'hui, en 2023, qu'on a dit « Ok, on ne diagnostique pas tout de suite parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais quand même, s'il y a des symptômes, ce serait bien quand même de continuer à suivre la petite fille et puis de voir si, après la puberté, il n'y a pas un SOPK qui est toujours là. » Cette médecine préventive, elle n'est pas là. Le diabète, dans le cadre du SOPK, on est capable, par les leviers de l'alimentation, par les leviers du mode de vie, de réduire drastiquement l'apparition du diabète de type 2. On est capable de réduire drastiquement l'exposition au risque cardiovasculaire. On est capable aussi de réduire la prévalence à l'infertilité, parce que dans la majorité des cas, pour le SOPK par exemple, l'infertilité c'est lié à la novulation. Cette ovulation, elle peut être rétablie par le mode de vie, elle peut être rétablie par des traitements légers, non invasifs, et il n'y a pas toute cette prévention qui est mise en place dès l'adolescence. Et on le disait tout à l'heure sur la table ronde, l'alimentation, c'est basique, ça s'applique à tout le monde, et notamment dans le cas du SOPK, ça éviterait énormément de problématiques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas fait, et on se retrouve avec des femmes qui arrivent à 25-30 ans, qui sont infertiles, à qui on n'a jamais diagnostiqué le SOPK, à qui on n'a jamais parlé de ces mesures de prévention, et à qui on va dire, bah oui, vous êtes infertile, on va passer en parcours d'AMP. Peut-être qu'on aurait pu éviter ça. Et je trouve ça aberrant parce que la médecine préventive ferait faire des économies monstrueuses à notre société. Ça coûte plus cher de faire un parcours d'AMP que d'éduquer sur le mode de vie et les mesures de prévention. Mais ça, c'est un argument qui politiquement n'est pas entendu. Est-ce qu'il y aurait des questions à la suite de ces constats consternants ? Non, mais on se mobilise grave. Donc, soutenez les associations, parce que toutes ces femmes-là, elles s'engagent corps et âme pour faire avancer les choses, pour rencontrer les politiques, pour réfléchir, pour faire des études avec des partenaires, pour écrire des livres, pour faire des interventions, des mobilisations. Donc c'est vraiment important de soutenir les associations, parce que en tous les cas là, toutes les associations qui sont là, et nous aussi, on a 0 subvention publique. Donc c'est juste l'huile de coude, les nuits sans sommeil, l'énergie, les bénévoles qui donnent des coups de main, qui font des choses. Donc il y a un vrai besoin de soutenir les associations de femmes, alors qu'elles ne soient pas soutenues que par des femmes, mais aussi par des hommes. Et là, peut-être qu'on avancera plus vite. Oui, c'est un très beau mot de la fin. S'il n'y a pas de questions... Si, ah, ouais. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, moi j'ai fait une entrée en PMA dernièrement et j'ai eu une échographie, hystérosalpinographie, je crois que c'est comme ça le mot. Et en fait, je voulais savoir, parce que du coup, j'ai eu hyper mal, et je voulais savoir comment ça se fait qu'on n'est pas au courant que ça puisse faire mal. Parce que ça ne fait pas mal. Ça ne fait c'est dans ma tête. Ça ne fait pas mal. Alors moi, il y a un truc que j'ai découvert récemment, c'est, vous savez, quand on va étudier le col de l'utérus,
les gynécologues prennent un outil en fer qui va attraper le col de l'utérus. Cet outil, c'est un outil que les militaires utilisaient pour retirer les balles dans le corps des soldats blessés. Aujourd'hui, on utilise ça. Donc déjà, qui n'a pas eu mal avec cette histoire d'aller attraper le col de l'utérus avec la pince qui s'appelle un retire-balle. Voilà. Et l'hystéro, ça fait mal, mais il y a des gens qui veulent vous convaincre que ça ne fait pas mal. Alors il y a des médecins... Pourquoi on le dit pas? Pourquoi le sage-femme ou la sage-femme en fait, qui m'a prescrit une échographie pelvienne, voilà. Moi, après, j'ai lu une BD géniale et il disait apparemment que c'était une douleur presque pareille qu'à l'accouchement. Peut-être que j'aurais bien voulu savoir avant, je sais pas. Alors, j'ai une pote, elle a arrêté l'intervention. Moi, je suis allée jusqu'au bout, mais je ne sais pas en fait quels sont nos droits vis-à-vis de ça. En fait, est-ce qu'on a le droit à une anesthésie ou je ne sais pas? Non, je pense pas. Ça serait trop compliqué. Ouais, c'est ça, la mise en place et tout. Trop de temps. Ouais. Par contre, il y a des médecins qui développent d'autres approches. Et donc là, il y a une approche qui a été développée au départ par le CHU de Créteil. Ça s'appelle IFOSI. Je pense, vous l'avez eu dans les sacs qu'on vous a donnés. Et donc, c'est une approche pour regarder si les trompes sont perméables et regarder la forme de l'utérus, sans se retrouver dans un cabinet de radiologie. Et les radiologues, ce n'est pas des gynécologues, déjà. Oui. Et puis, sur une table, une table froide, là. Et voilà, donc il y a d'autres approches qui sont proposées. Et surtout, oui, il faut qu'on soit informé, il faut qu'on consente. Et ça fait très mal. Alors, il y a des femmes qui vont vous dire que ça leur fait moins mal parce qu'on a des corps différents. Oui. Et qu'il y a des femmes qui vont moins souffrir, d'autres qui vont... Ça va être un vrai martyr. Mais voilà, on est des femmes, on est habitués à souffrir. Ouais. On a nos règles, ça fait mal. Quand on se retrouve enceinte, on accouche, ça fait mal. Donc voilà, il y a cette représentation-là quand même qui continue à nous coller à la peau. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous considère comme des choses un peu fragiles, mais en même temps, on peut vanter notre capacité de résistance corporelle. Ceci étant, par rapport à ce que tu dis, même lorsque l'anesthésie ou une petite anesthésie locale est prévue, parce que là, moi, c'était pas l'hystéro-machin, mais c'était une hystéroscopie avec... pareil, l'instrument de torture pour passer le col de l'utérus. Et alors, quand on voit l'instrument, c'est l'espèce de grande tige pour passer le col de l'utérus et aller vérifier. Et alors, là aussi, c'est une approche genrée. Voilà, ça n'engage que moi, c'est une approche genrée parce que la gynécologue qui me l'a prescrit a prévu alors tout un tas de médicaments pour atténuer la douleur avant, pendant et après, plus une anesthésie locale, donc ça engendre d'autres coûts, j'imagine, et une autre organisation. Et en fait, le médecin pratiquant, qui était un homme, a estimé que l'anesthésie n'était pas nécessaire. J'aurais dû avoir un indice en voyant la femme avant moi sortir en pleurant, voilà, et ça fait mal. Et là, voilà, c'est une approche genrée de se dire qu'une femme le prescrit en estimant que c'est un examen douloureux, et qu'il faut une anesthésie à minima locale, et le médecin prescripteur estime que non, lui il sait, et d'ailleurs je m'en suis plainte en sortant, et une personne m'a dit mais lui il est médecin, il sait. Oui mais moi c'est mon corps dans ma chair, voilà. Donc même lorsqu'une anesthésie est prévue, bon on s'éloigne un petit peu, mais même lorsqu'une anesthésie est prévue, même lorsqu'il y a l'information, parce que là on me prescrivant une anesthésie locale, forcément, j'ai compris que c'était parce que, on pouvait douiller. Même lorsqu'il y a ça, malheureusement, quand il s'agit du corps des femmes, il y a une approche qui est genrée à minima. Et peut-être qu'avec l'évolution ou la féminisation des professions, quoique, bon, je ne suis pas sûre, peut-être que ça changera, mais malheureusement, voilà, c'est compliqué. Même si on est informé, ça reste compliqué. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, et tu parlais de quels sont mes droits, il y a quand même un droit qui est fondamental, qui est écrit dans la loi française et qui est essentiel en démocratie en santé, c'est le droit à l'information et au consentement libre et éclairé.
Ouais. Et je trouve que tout ce qu'on entend là, c'est quand même révélateur du fossé qu'il y a entre ce qui existe en droit, en politique, et ce qui est pratiqué réellement sur le terrain. Mais il faut quand même savoir que c'est un droit fondamental qui est inscrit dans le droit des patients lié à la démocratie en santé. C'est un droit. L'information et le consentement libre et éclairé, c'est un droit. Et en fait, en pratique, le professionnel de santé devrait exposer les bénéfices et les risques de l'intervention, et ce serait à la patiente de dire, voilà, je prends la responsabilité d'accepter ou de refuser cette intervention parce que, y a trop de risques pour ma santé, ou au contraire, je vais l'accepter parce qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Je vais peut-être avoir mal, et j'ai conscience que je vais peut-être avoir mal, mais j'ai besoin de cette intervention ou de cet examen pour la suite de mon parcours de soins. C'est un droit fondamental, et je trouve ça dingue qu'aujourd'hui encore en France, on soit capable d'outrepasser ce droit juste pour dire ce sera fait, et puis c'est tout, et puis si on ne lui en parle pas, elle découvrira ça sur le moment, elle ne pourra plus rien dire de toute façon. On devrait dire ça fait potentiellement mal, la douleur elle est différente d'une patiente à une autre, nous on a besoin de cet examen pour telle et telle raison dans le cadre de votre parcours de soins, on fait quoi ? Et la décision, elle se prend d'un commun accord avec le professionnel de santé et la patiente, parce qu'on parle de son corps, en fait. Et cette décision, elle doit être prise ensemble. Ça doit être une discussion, en fait, pour moi, la relation avec le praticien et la patiente. Si la patiente, elle ne peut pas prendre cette décision de façon éclairée, alors il y a un problème, parce qu'on parle de son corps. Je recommence. J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai parce que je suis passée aussi sur le billard, que c'est dans l'air du temps de ne pas avoir d'information des médecins, de savoir exactement à quoi s'en tenir quand on doit subir une intervention. Donc, je me demande si c'est dans l'air du temps. C'est le soin en prévision qui n'est pas clair en fait entre le médecin et le patient. C'est global en fait. C'est pas que pour les femmes aussi bien sûr, mais pour tous les soins chirurgicaux. Voilà, mais j'ai pas de question là-dessus. C'est juste un constat. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, moi j'ai coutume de dire que parler aux patients, c'est un métier à part entière. Et le médecin, il n'est pas formé à ça. Le médecin, il est formé à soigner, il est formé à accompagner la patiente de façon médicale, de façon pratico-pratique, avec le protocole de soins qu'on lui a enseigné. Il n'est pas formé à échanger, communiquer plus humainement que médicalement avec ses patients. Et la question de la douleur, la question de la réception émotionnelle, c'est des questions qui ne sont pas purement et simplement médicales, qui n'entrent pas en compte dans le protocole. Et du coup, moi j'ai vraiment coutume de dire que communiquer avec le patient, de la même façon que annoncer un diagnostic à quelqu'un, c'est un métier à part entière. Et moi, je rêve d'un monde où on aurait, par exemple, des médiateurs dans ce genre de situation, qu'on pourrait aller voir en disant, voilà, j'ai un examen de prévu, j'aimerais savoir quelles sont les potentielles choses que je vais vivre pendant cet examen, est-ce que ça fait mal, combien de temps ça va me prendre, voilà. Et le médecin, il n'a pas ni le temps ni la formation de faire ça. Pour moi, c'est un métier de communiquer avec le patient. Et même la rééducation, ensuite. Complètement. Je vais rebondir sur les enjeux sanitaires et sociétaux de la santé des femmes. Alors, ça a l'air comme ça d'être un slogan, mais il se trouve que pour améliorer de manière significative les problèmes de santé féminin, il est primordial que les aspects sociétaux soient pris en compte. C'est-à-dire que la santé des femmes, c'est à la fois le volet médical, mais étant donné que la santé des femmes est en lien étroit avec l'intime, eh bien, il faudrait qu'il y ait des psychologues. Et les psychologues peuvent faire office de médiateurs. Et c'est ce qui manque dans les services de gynéco. On considère que les problèmes de santé féminin sont bénins, sont pas très graves.
et il n'y a pas de suivi psychologique dans le cadre des maladies féminines, alors que les maladies féminines vont avoir un impact sur la qualité de vie, sur l'efficacité au travail, sur la vie personnelle, sur la vie sociale. Et tous ces aspects-là n'entrent pas du tout en ligne de compte dans le parcours de soins. Ils vont traiter le symptôme. Dans le cas du fibrome, ça va être l'éménorrhagie, c'est-à-dire les règles abondantes. Ils vont faire une ablation peut-être du ou des fibromes concernés. Mais l'aspect psychologique, les femmes vont se retrouver toutes seules dans leur coin à chercher des solutions, à chercher un accompagnement. Pareil pour la prise en charge holistique. Pour l'instant, rares sont les services de gynéco qui intègrent des acupuncteurs ou des sophrologues ou des relaxologues. Ça commence, mais idéalement, il en faudrait, parce que les traitements, on va dire, conventionnels purs et durs, montrent aussi leurs limites par rapport aux maladies féminines pour lesquelles il y a, pour la plupart, pas de traitement curatif. Et du coup, la complémentarité entre les traitements conventionnels et ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative peut servir justement de compromis. Et ce serait ça, justement, le volet sociétal qui permettrait à la médecine conventionnelle de trouver des compromis avec la médecine intégrative. C'est très juste, Angèle, très juste. Je crois qu'il y a une dernière question. Ensuite, il faudra qu'on conclue cette table ronde. On a une autre suite derrière autour de la communication du don, autour du don de gamètes. Donc voilà, une dernière question et puis on conclut. Alors moi, c'était pas une question, c'était une remarque justement par rapport à la médecine et aux médecins, parce que moi j'ai une autre expérience qui est sur les soins palliatifs, qui n'a rien à voir avec l'AMP, mais ni la santé des femmes en particulier. Mais les soins palliatifs, c'est une médecine qui intègre donc l'ensemble des intervenants, donc psychologues, infirmiers, même les aidants, la famille, etc., et qui prend le patient dans sa globalité. Et donc c'est une médecine qui aujourd'hui est développée et qui est soutenue par certains médecins. Et je pense que cette médecine-là, elle ne devrait pas être réservée aux soins palliatifs, mais à l'ensemble de la médecine. Donc pour moi, c'est un espoir pour après. Voilà. Merci. Merci à toutes.